Retour dans Politique avec Jean-Marie Colombani de Slate.fr, accompagné de nos invités Cécile Alduy, professeure de littérature à l'université de Stanford et auteur de Ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot, aux éditions du Seuil, Bruno Roger-Petit, éditorialiste à Challenge.fr, et Gérard Courtois, directeur éditorial au Monde et chroniqueur politique et auteur de Parti de campagne, la saga des élections présidentielles aux éditions Perrin. Donc, Gérard, Cécile et Jean-Marie étaient inquiets de la possibilité d'une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Et quand on a dû couper cette émission, je voulais que, Bruno, vous finissiez votre propos, parce que vous n'êtes pas d'accord, vous considérez qu'elle échouera forcément, et vous étiez en train de nous expliquer pourquoi. Donc je vous redonne la parole. Je ne vais pas être si catégorique sur elle échouera forcément, je vais me méfier compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre. Mais en même temps, effectivement, je doute qu'elle puisse y parvenir ce coup-ci. D'abord, comme je l'ai dit, parce que un certain nombre de candidats en ont fait un axe stratégique de leur campagne, se retrouver face à Marine Le Pen au second tour. Deuxièmement, parce que Emmanuel Macron est aujourd'hui dans une dynamique. J'étais à sa conférence de presse ce matin. Il se fixe clairement aujourd'hui comme objectif d'arriver devant elle au soir du 23 avril pour justement envoyer le signal que la présence en pôle position de Marine Le Pen au soir du premier tour n'est pas une fatalité. Donc ça veut dire qu'il lui faut encore sans doute prendre quelques électeurs à François Fillon et surtout installer l'idée chez les électeurs socialistes, plutôt gauche du gouvernement, plutôt électeurs de Valls à la primaire remportés par Hamon, que Benoît Hamon n'est pas forcément le bon candidat et que voter pour lui devient d'une certaine façon un vote inutile par rapport à cet enjeu moral qui serait de placer Macron devant Marine Le Pen au soir du premier tour. Et puis enfin, il ne faut quand même pas oublier la leçon des régionales. L'année dernière, à l'issue du premier tour, tout le monde nous disait le Front National va prendre les deux régions, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis on a vu quand même qu'il s'est passé quelque chose. Alors je sais bien, c'était deux candidats de la droite que le Parti socialiste avait décidé de soutenir. Mais j'imagine mal quand même au soir du premier tour, compte tenu du choc que sera la présence de Marine Le Pen au soir du premier tour, ne pas voir Benoît Hamon et même Jean-Luc Mélenchon et même François Fillon ne pas dire à tous leurs électeurs il faut voter Emmanuel Macron, si c'est lui, contre Marine Le Pen. Bon, je ne sais pas si vous êtes convaincus. En tout cas, on va passer donc à François Fillon et cette folle semaine pour lui, qui avait commencé donc hier matin avec une annulation au Salon de l'Agriculture et puis cette conférence, enfin cette déclaration où tout le monde s'attendait dans le fond à ce qu'il jette l'éponge. Eh bien non. Et voilà ce qu'il a dit. Je vous propose de l'écouter sur ce qu'il appelle un assassinat politique. Nombre de mes amis parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. C'est au peuple français que je m'en remets. Parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Cécile, dans votre livre, vous dites Marine Le Pen, c'est un populisme nationaliste et ethnicisant. Celui de Mélenchon, c'est un populisme révolutionnaire. Est-ce que vous diriez que François Fillon, dans ce chapitre que vous appelez 50 nuances de populisme, c'est un populisme quoi, conservateur, de s'en prendre aux juges, comment vous le définissez? Est-ce que c'est une forme de populisme, ce qu'il fait là? Alors, j'ai presque envie de dire c'est un populisme narcissique aujourd'hui parce qu'il n'utilise la rhétorique du peuple qu'au moment où il est mis en difficulté par les affaires judiciaires. J'ai analysé tous ses discours de pré-campagne de 2014 à 2016. La rhétorique du peuple ne lui appartient pas du tout. C'est pas du tout un argument qu'il a mis en avant, à la différence de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui lui avait joué de la fibre populiste. Mais c'est une nouveauté d'entendre François Fillon en appeler au peuple pour juger de ses problèmes judiciaires et se substituer aux magistrats. En fait, François Fillon, c'est un candidat qui ne cesse de muter, dans le fond, parce que et d'être
va toujours avoir une grande cohérence sur je ne serai pas candidat si je suis mis en examen, puis d'un seul coup, effectivement, voilà, on l'a connu austère, un peu rasoir, et puis il se transforme en type un peu buté, certains diront courageux. Comment vous expliquez ces différentes mutations du candidat Fillon? Dans la situation actuelle, il est aux abois, c'est très clair. Et pour tenter de sortir de la nasse dans laquelle il est, ce qui est fascinant, c'est à quel point il reprend, mais mot pour mot, la ligne de défense, les arguments de Nicolas Sarkozy, voire précédemment ceux de Jacques Chirac dans des situations comparables. Mais la similitude des mots, des angles de défense, de l'appel au peuple, de la récusation des juges, etc., c'est absolument copie conforme de ce que Nicolas Sarkozy a employé pendant des années pour se défendre contre des mises en cause similaires. Donc quand vous dites il est aux abois, c'est qu'il en est à être obligé de prendre ses conseils chez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui joue les démiurges, Nicolas Sarkozy n'est pas, mais si je puis dire, est un bon maître en la matière. Oui. Il a fait la démonstration qu'il arrivait à qu'il était une belle publicité pour les poils anti-adhésives. Bruno, vous l'appelez donc Corleone, vous dites c'est le marionnettiste. Non, c'est le don. Mais c'est pas moi qui l'appelle le don, c'est un de ses proches qui j'ai eu la chance de m'entretenir récemment et qui me disait qu'il lui avait qui lui avait rendu visite en l'appelant maintenant il faut t'appeler le don, et Sarkozy lui avait dit oui, don Sarkozy, mais avec un i, plus le y. Bon, mais en même temps, ça dit ce qu'il est en train de faire. Il est invisible, personne ne le voit, et il est omniprésent parce que c'est lui qui donne le là de tout ce qui est en train de se jouer. Et il a décidé que quoi qu'il puisse arriver à François Fillon, il n'était pas question de lui substituer un candidat qui s'appellerait Alain Juppé. Et il bloque depuis un mois, la journée d'hier a été révélatrice là-dessus, il bloque depuis un mois tout processus éventuel de substitution. Parce qu'il ne veut pas qu'Alain Juppé prenne d'une façon ou d'une autre la direction de la droite. Pourquoi ? Je termine juste, Nicolas, parce que derrière, le don... C'est quoi le coup d'après ? Le don, c'est ça justement qui se joue. C'est que derrière... François Fillon atomisé à l'élection présidentielle, éventuellement. Que se passe-t-il avec cette droite canard sans tête ? Quel est le recours vers qui on va se tourner en disant il faut tout réorganiser, tout reconstruire ? C'est ce qu'il a en tête. Voilà. C'est une au-delà de ça. Oui, mais c'est ce qu'il a en tête. Enfin, au-delà de ça, c'est Jean-Marie. Pourquoi Nicolas ? Pardon. Tout arrive. dont Jean-Marie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que qui maîtrise un peu ces affaires. La réflexion s'est déjà déplacée sur les législatives. Parce que quand on regarde Emmanuel Macron, qui est en effet en dynamique, attention, il est en dynamique, mais il est toujours à portée de tir. Il est fragile. Il est à portée de tir de François Fillon. Car si François Fillon est à 21, entre 19 et 21%, et 24%, le chemin à parcourir n'est pas cela. Donc François Fillon, qui est très dépendant de ses troupes, et du point de savoir s'il va les garder ou si la fuite va continuer, ou si les gens vont, en partant, l'obliger à changer de position. Mais donc, c'est ça qui se joue. La réflexion sur la législative, elle est de dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, semble, jusqu'à plus ample informé, ça peut changer demain, le mieux placé. Mais sur quelle majorité va-t-il s'appuyer ? Où sont les députés macronistes en marche ? Est-ce que sa dominante, quelle va être sa configuration politique ? Est-ce qu'elle sera à dominante centriste ou centro-socialiste ou avec... En tout cas, ce que l'on peut penser à droite, c'est que mécaniquement, la poussée de l'alternance aidant, le groupe le plus important à l'Assemblée nationale devrait être les Républicains. Les Républicains seront sans chef. Sans chef, puisque François Fillon aurait échoué dans cette hypothèse. Et donc, que Nicolas Sarkozy se pense à ce moment-là Sarkozy surgit. En recours pour être quoi, Premier ministre ? Pour les législatives, pour être le maître d'œuvre des législatives. Et ça, je pense que ça ne peut pas ne pas être dans son esprit, pour une raison simple, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Il ne sait pas s'arrêter. Il a déjà fait 2 discours d'adieu, il peut en faire un 3e. Parce que la politique, c'est sa vie, c'est sa respiration, et il en fait en permanence. Et là, nous sommes dans ce type de calcul. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait élue, qu'à ce moment-là, c'est l'ensemble de la droite qui se fracture et qui explose ? C'est le danger, bien sûr. C'est quand même un risque majeur. Bien sûr, c'est un risque majeur. C'est la stratégie de Marine Le Pen, de trouver à droite l'écart dont elle a besoin et qu'elle n'a pas.
devant un échec de la droite, dans l'hypothèse où François Fillon serait éliminé du second tour, c'est en cela que Nicolas aime bien jouer avec le feu. Je vais rester, moi, dans l'hypothèse où, aujourd'hui possible, où Emmanuel Macron est élu président. Je ne sais pas quelles seront les nuances de sa majorité parlementaire. Mais je pense que chaque fois parce que l'histoire nous l'enseigne, chaque fois qu'un président est élu et que les législatives se tiennent dans la foulée, il y a toujours un vote de confirmation. Toujours. Donc je pense qu'il est envisageable que beaucoup de candidats avec l'étiquette Emmanuel Macron en marche, qu'ils viennent du Parti socialiste, des centristes, des gaullistes sociaux ou de la société civile, puissent former à l'arrivée une majorité à l'Assemblée nationale, y compris avec des socialistes qui sont dans les starting blocks, pas mal de députés que je connais, et qui n'attendent que le soir du 23 avril pour dire on y va, on y va, on y va. En tout cas, sa force, c'est d'échapper à l'idéologie dominante d'aujourd'hui, bien définie par Jean-Luc Mélenchon, le dégagisme. Tout à fait. Parce que le dégagisme élimine tous ceux qui ont déjà une présence, y compris Marine Le Pen, y compris Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est le seul élément nouveau dans le paysage. C'est sa force, principalement. Et donc, en effet, on peut penser qu'autour de lui, il peut coaliser davantage. Et deuxième temps, effectivement, si on pense qu'il peut y avoir vote de confirmation, le vrai problème, pour la droite, je pense, parce que qu'est-ce qui va sortir du deuxième tour si c'est Macron-Le Pen? C'est que l'idée que l'opposition naturelle, nouvelle, c'est Marine Le Pen, dont l'objectif avec Florian Philippot est de construire une force qui est en fait un RPR un peu plus mais s'ils n'ont pas le pouvoir, ils seront pestiférés. Oui, mais la droite, canard sans tête, coincée entre une majorité, enfin un mouvement en marche, porté par l'alternance et la nouveauté, le dynamisme, et un Front National qui lui aussi sera dans la foulée d'une élection présidentielle, où il aura peut-être réalisé le plus haut score de son histoire au second tour d'une élection présidentielle. Je souhaite bonne chance à la droite pour s'en sortir, parce que vous avez aussi beaucoup de députés les Républicains qui sont 250 aujourd'hui et qui pensent revenir à 150 bientôt. Je sais pas si on mesure bien ce qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire les deux partis de gouvernement si on qui mesure depuis bien. 60 ans, 50 ans sont le moteur de la dramaturgie des élections présidentielles, dans un sens ou dans l'autre, et qui gouvernent le pays depuis 50 ans, 60 ans, on est en train d'imaginer, et c'est plausible, la situation où l'un et l'autre, par épuisement du socialisme et de la gauche réunis, ou par affaiblissement et implosion de la candidature de Fillon, seraient éliminés. La décomposition tout court. Donc la question est vraiment... est tout à fait étrange, c'est-à-dire que les deux vainqueurs potentiels de cette élection sont des vainqueurs sans majorité acquise. Ce qui est quand même, pour le coup, alors là, totalement inédit dans l'histoire de la Ve République. Oui, mais il y a quand même un moment donné où Emmanuel Macron, on va reconnaître que c'est quand même l'héritier de François Hollande. Là, il vient de présenter son programme. Il a dit, peut dire ce qu'il veut pour accompagner son dynamisme. Quelques sérieux de points de similitude. Et c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de négatif aujourd'hui maintenant d'être l'héritier de François Hollande. Moi, ce que je voudrais remarquer, c'est à quel point la personnalisation de la présidentielle empêche complètement d'avoir une réflexion sur les programmes et les idéologies qui sont derrière. C'est-à-dire que François Fillon est un exemple typique d'une personne qui a voulu convaincre par son programme en disant j'ai le programme le plus radical, mais le jour où sa personne est mise en cause, il pourrait laisser ce programme à quelqu'un d'autre pour le reprendre. Il considère que la personne est le programme en fait. Et Emmanuel Macron, c'est la même chose pour d'autres raisons. C'est sa personne qui fait son dynamisme. Marine Le Pen aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de très grave là-dedans. C'est que plus personne ne parle des idées de qu'est-ce qu'on va faire de la France demain, mais des personnes et de ce jeu. Il y a Emmanuel Macron. Justement, on va y venir. Angeline, juste un mot, parce que pour répondre à ce que vient de dire Cécile, la grande force politique de Macron, c'est d'avoir effacé Hollande de son paysage. En tant que personne, mais pas en tant que... mais même en tant que politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu en aucune façon par le bilan Hollande. Absolument. Il a réussi à s'en dégager. Oui. Ce matin, la question lui a été posée à la conférence de presse qu'il a tenue sur son programme. Oui, est-ce que vous êtes l'héritier du hollandisme? Et il a dit... François Hollande n'ayant jamais voulu définir lui-même ce qu'était le hollandisme, je ne me hasarderai pas sur ce terrain et je lui laisse encore le choix ou l'opportunité de définir lui-même. Donc c'est une pirouette. Il a fait une pirouette, mais qui dit tout. Il a fait du Macron parce qu'il a dit, il a dit en gros qu'il... Ça ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire qu'il est détaché de François Hollande, politiquement parlant. Il s'est dissocié du bilan et dans une deuxième phrase, il a dit oui, mais je ne critiquerai jamais le bilan.
Et il a dit qu'il respectait et l'homme et la fonction. Il a raison parce que un des moteurs de sa progression, c'est un vote hollandais. Absolument. Puisqu'on Oui, on est sur Macron, donc on va y rester. Il est longtemps resté un peu suspendu dans les airs. Emmanuel Macron, et beaucoup réclamaient effectivement ce programme qui a mis du temps à venir, mais c'était peut-être une stratégie. Tout le monde s'impatientait. Il l'a présenté ce matin. C'était concret. Dans un premier temps, il y a eu le programme en début de semaine économique. Est-ce que vous diriez que c'est quoi, du social-libéralisme radical? Comment vous le nommeriez comment ce programme d'Emmanuel Macron? Parce qu'on voit qu'il veut faire un régime, il veut plus de régimes spéciaux pour les retraites. Pour l'Europe, il faut reprendre la discussion avec les Allemands. On reste sur les 3%, on leur montre qu'on est des gens sérieux. Voilà, la modernisation... Moi, ce que je trouve habile, au-delà du détail de ce programme, c'est qu'il se positionne très exactement en contre, de manière efficace, du programme de Marine Le Pen. C'est-à-dire que elle est contre l'Europe, il est le principal défenseur c'est le seul. d'une Europe comme horizon de l'avenir de la France. Elle s'assoit ou méprise grosso modo les contraintes économiques et financières et budgétaires et européennes. Lui, il les respecte. Il les respecte. Oui. Et son alliance avec Bayrou l'a conduit à renforcer la dimension morale. Donc, il est celui qui oppose de manière assez cohérente un discours complet, global, à celui de Marine Le Pen. Alors que si on prend Fillon, si on prend Hamon, je ne parle même pas de Mélenchon en l'occurrence, on est dans des ambiguïtés sur l'Europe, on est dans des ambiguïtés sur l'Europe ou sur le sérieux budgétaire. Quand on entend Hamon dire on renégociera la dette, on peut même l'effacer. On peut l'effacer. On négocier l'effacement avec les Allemands. Il se place déjà dans la situation de la Grèce. Il demande un moratoire. C'est quand même hallucinant. Donc il y a une vraie cohérence en contre ou en discours alternatif à celui de Marine Le Pen. Il a été construit dans cette optique-là. Tout à fait. Moi, je pense que il a compris que l'une des forces de Marine Le Pen, c'est d'avoir un discours extrêmement cohérent, qui a une vision du monde très claire, très simple, très lisible pour les gens, et qu'il faut lui opposer un contre-discours. Et c'est vrai, il se pose en contre. Il y a même un petit détail qui m'a intéressé, c'est que à la fin de son discours, il a dit « Et d'autre part, je veux faire de l'égalité homme-femme un grand axe de politique nationale. » Et ça, c'est intéressant parce que plus personne ne parlait de l'égalité homme-femme, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau dans les programmes. Or, Marine Le Pen vient, depuis 1916, de s'auto-investir la championne du féminisme. C'est la seule qui en parle tout le temps. Et il a compris, Emmanuel Macron, qu'il fallait répondre mot à mot. De même sur la laïcité, c'est elle qui s'en est fait la championne dans les dernières années. Et là aussi, il avance quelque chose de très précis dessus et de très mais il fait quelque clair. chose que les autres ne font pas, c'est qu'il est dans un registre émotionnel. Il dit aux Français... Il a dit « je vous aime ». Sentimental. Oui, mais c'est une autre dimension. C'est plus que émotionnel, c'est l'idée d'une adhésion et d'un transactionnel, non, mais ça va avec relationnel. le côté de transcendance de la politique où, dans le fond, il confond mystique et politique. Ça fait écho au positionnement politique tel que vient de le définir Gérard Courtois. Parce que vous avez des candidats, Marine Le Pen ou François Fillon, qui avaient, et puis un certain nombre de leurs soutiens intellectuels, qui pensaient que cette élection présidentielle, c'était écrit d'avance, ça devait s'inscrire dans la foulée du Brexit et de l'élection de Trump. Oui. Donc que les Français allaient choisir le repli, la punition, des candidats qui vont infliger aux autres catégories sociales que ceux qui vont voter pour eux un régime social, sociétal, culturel extrêmement terrible, c'est-à-dire de coercition partout. Et puis vous avez un candidat qui surgit et qui effectivement se pose programmatiquement en contre et de François Fillon et de Marine Le Pen, mais avec un sentiment de bienveillance, voilà. Parce qu'il emploie le mot sans arrêt, bienveillance. Oui. Quand il dit « je vous aime profondément tout le monde rigole, mais dans les meetings, moi je l'ai vu à Lyon, je l'ai vu à Paris, on rigole pas du tout. Non, mais il y a beaucoup de confrères qui se moquent en disant « il est allumé, il a vu la... » il est peut-être un peu allumé, c'est la version moderne du Caire de Martine Aubry. D'une certaine façon, oui, mais alors, en fait, je vais vous dire, si je faisais une comparaison télévisée, c'est le candidat à The Voice
contre les candidats du Loft. C'est-à-dire qu'on passe... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. The Voice, candidat, émission de bienveillance, où on traite formidablement bien les candidats, qui a effacé la télé-réalité d'autrefois, on les éjecte pas en pleurant. Voilà. C'était la télé de l'exclusion. Et ben c'est la même chose. Alors, ce que vous dites est étonnant, parce que vous disiez effectivement, donc ils se répondent l'un l'autre. Effectivement, là, Marine Le Pen a réagi en disant que le programme de Macron, c'est une dépêche qui vient de tomber, est une menace majeure pour la France. Alors, si je comprends bien, on va faire encore le procès à la presse sur ce plateau de dire que, dans le fond, Emmanuel Macron est le candidat des médias. Je ne sais pas s'il est le candidat des médias. En tout cas, il est, aux yeux des Français, le candidat du renouvellement. C'est sa force depuis le départ. Et donc, il essaie de garder cette dynamique de renouvellement qui a quand même conduit, au fil du temps, à éliminer François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Manuel Valls, peut-être demain François Fillon. Juste d'un mot quand même sur le désastre actuel de la gauche, en dehors de son explosion qui est suicidaire. L'explosion de la gauche est suicidaire, on le voit tous les jours. La négociation entre Benoît Hamon et le candidat écologiste qui a conduit Benoît Hamon à rallier l'essentiel d'un programme écologiste qui concerne une ultra-minorité en France est un pur scandale. Pour prix de quelques circonscriptions, dont celle de Madame Duflot à Paris. Oui. Je veux dire, c'est la caricature de la caricature des manœuvres d'appareil obscures où on découvrira demain, tiens, ils ne veulent plus de la liaison Lyon-Turin, tiens, ils ne veulent plus de l'enfouissement des déchets nucléaires, où est-ce qu'on va les mettre, tiens, ils ne veulent plus de, ainsi de suite, du nucléaire, et ainsi de tout est comme ça. Ça, c'est comment le vieil appareil du Parti socialiste se comporte, et ça donne le choc d'aujourd'hui, c'est-à-dire égalité entre Mélenchon et Benoît Hamon. Ouais. Et comment l'écologie politique qui, il y a 20 ans, 30 ans, entendait réinventer la politique, tombe dans les pires petites cuisines d'arrière-cuisine du socialisme le plus... Guy Mollet chez les Verts. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas tellement envie de jouer la SPA pour les ministres. Pour le paysage politique national, c'est d'une grande tristesse. Ah ouais. Avec cerise sur le gâteau, Benoît Hamon a annoncé que les 200 000 € déjà dépensés par Yannick Jadot pour sa campagne présidentielle seraient pris en charge par le Parti socialiste. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a quelques militants qui l'ont un peu là. Une forme de bienveillance. Oui, oui, tout à fait. C'est le partage. Le partage. Merci à tous. Gérard Courtois, parti de campagne, la saga des élections présidentielles, Perrin, c'est excellent en livre. Et puis Cécile Alduy, bien sûr, ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot. Un travail minutieux, analysé des milliers de discours, quasiment scientifiques. Deux livres remarquables. Deux livres remarquables. Et dans cette période où nous sommes tous troublés, on a besoin de points de repère. En voilà deux. Merci, don Jean-Marie. Et à la semaine prochaine. Merci.